Ma blanche colombe. C'était l'heure de la sieste. Comme tous les jours, après le déjeuner, je venais de m'installer dans un fauteuil de la salle de séjour, un coussin sous la tête, les pieds sur un petit tabouret de cuir. Je lisais, en attendant de m'endormir. C'était un vendredi. Le livre que j'avais à la main était un de mes préférés, La vie des lépidoptères diurnes de Doubleday et Westwood. Tout était calme. Je me sentais au mieux de ma forme lorsque mon épouse, qui n'a jamais été une dame taciturne, se mit à me parler du haut de son divan. « C'est Jean, fit-elle. À quelle heure arrive-t-il » Comme je ne répondais pas, elle répéta sa question plus fort. Je lui dis poliment que je n'en savais rien. « Je ne les trouve pas très sympathiques, dit-elle. Lui surtout. Bien, ma chérie. Arthur, m'entends-tu ? Je viens de te dire que je ne les trouvais pas sympathiques. Je levai la tête pour la regarder. Elle était étendue sur le divan et feuilletait un magazine de mode. « Nous ne les avons vus qu'une fois, lui dis-je. Un homme épouvantable, vraiment, toujours en train de raconter des histoires. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec eux, ma chérie. Elle aussi est effrayante comme tout. À quelle heure penses-tu qu'ils arrivent ? Vers 6 heures peut-être, avançai-je. Et toi, tu ne les trouves pas horribles ? M'interrogea-t-elle en braquant sur moi un index pointu. C'est que... Avoue qu'ils sont épouvantables. Nous ne pouvons plus les décommander maintenant, Pamela. Ils sont une véritable catastrophe, insista-t-elle. Alors pourquoi les as-tu invités ? La question venait de m'échapper et je le regrettais aussitôt, car je m'étais imposé depuis longtemps de ne jamais contredire ma femme lorsque ce n'était pas vraiment inévitable. Il y eut un silence. J'interrogeais du regard son visage, ce gros visage blanc qui exerçait sur moi un pouvoir ineffable. Quelquefois le soir, penchée sur une broderie ou sur une aquarelle, car elle peignait volontiers des fleurs extrêmement compliquées, ce visage m'apparaissait comme illuminé, incandescent, plein de force secrète et de subtilité. Il était si beau ce visage, si mystérieux, que, tout en feignant de lire, je ne pouvais m'empêcher de le regarder, longuement. Même en ce moment, je ne pus m'empêcher d'admirer son regard, vif et acidulé, ses sourcils froncés, son nez spirituel. Tout cela représentait pour moi une sorte de splendeur, de majesté, de sainteté même. Et puis, elle était si grande, bien plus grande que moi. On pouvait, je l'admets, la trouver plutôt grosse que grande, maintenant qu'elle venait d'avoir 50 ans. « Tu sais très bien pourquoi je les ai invités, » rétorqua-t-elle. « Pour Bridget, voilà tout. Ils jouent un jeu de premier ordre, et pour un prix convenable. » Elle leva les yeux sur mon visage attentif. « Tu es bien d'accord ? C'est que, à mon avis, ne fais pas l'idiot, Arthur. Je ne les ai vus qu'une fois, et je dois dire que je les ai trouvés plutôt charmants. Charmants à tuer. »« Pourquoi ça, Pamela ? » ?»« Écoute, dit-elle en donnant une tape au magazine posé sur ses genoux. Tu les as vus, aussi bien que moi. Tu vois aussi bien que moi qui ils sont. De petits rampants qui croient que c'est arrivé parce qu'ils jouent bien au bridge. Tu as sûrement raison, ma chérie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Je ne cesse de te dire, c'est pour Bridget. Je suis fatiguée à mourir de jouer avec des cuistres. En revanche, je ne vois pas du tout pourquoi je devrais recevoir ces gens horribles sous mon toit. Bien sûr, ma chérie, mais il est un peu trop tard maintenant. Arthur. Oui. Pourquoi t'obstines-tu à discuter ? Tu sais très bien qu'ils sont impossibles, tu le sais aussi bien que moi. Je crois réellement que tu as tort de regretter de les avoir invités. Ce jeune couple me paraît assez sympathique et fort bien élevé. Arthur, ne sois pas ridicule. Ses gros yeux gris avaient le regard dur. Pour éviter ce regard, que je connaissais bien, et qui me mettait quelquefois mal à l'aise, je me levai pour aller à une des fenêtres à la française qui donnait sur le jardin. Le gazon en pente venait d'être tondu. Il était zébré de vert pâle et de vert intense. Les dieucities étaient en fleurs, et leurs grappes dorées se détachaient sur le fond de verdure sombre comme des torches.
Les roses étaient épanouies, ainsi que les bégonias écarlates. En bordure, les herbacées, tous mes lupins hybrides, le delphinium, les pois de senteur et les grands iris odorants fleurissaient aussi. Un de nos jardiniers descendait lentement l'allée. L'heure du déjeuner était finie pour lui. À travers les arbres, je pus voir le toit de sa maison, et plus loin, au fond, l'endroit où l'allée franchissait la grille de fer pour rejoindre la route de Cantorbéry. La maison de ma femme, son jardin, comme tout cela était beau et paisible. Si seulement Pamela s'occupait un peu moins de ma santé et un peu plus de mon plaisir, ce serait le paradis. Ne croyez pas surtout que je n'ai pas d'amour pour elle. Je bénis l'air qu'elle respire. Ne croyez pas non plus que je me révolte ou que je sois incapable de mener ma barque. J'aimerais simplement vous faire comprendre qu'il lui arrive d'être un peu irritante. Par exemple, je souhaite vivement qu'elle perde un jour ses nombres tiques, surtout cette habitude de pointer sur moi un doigt pour souligner ses propos. N'oubliez pas que je suis un homme de petite taille, c'est pourquoi certains des gestes dont ma femme use avec excès ont tendance à m'intimider. Il m'arrive même de me demander si je n'ai pas épousé une femme autoritaire, et j'ai du mal à me persuader du contraire. « Arthur !» cria-t-elle. « Viens ici !»« Pourquoi ? J'ai une idée merveilleuse. Viens vite !» Je traversai la pièce pour la rejoindre dans son coin. « Écoute, dit-elle, veux-tu que nous nous amusions un peu ?»« Nous amuser ? Oui. À propos des Snape. »« Les Snape ? Réveille-toi, Henry et Sally Snape, nos invités du week-end. »« Eh bien, écoute-moi, j'étais couchée sur mon divan, en train de me répéter combien ils étaient épouvantables. Quelle mentalité idiote ils avaient, lui avec ses plaisanteries, elle avec ses airs de tourterelle en folie. » Elle hésita, et son sourire me laissait croire qu'elle avait envie de dire une grossièreté. « Bref, s'ils se conduisent comme ça devant nous, je me demande ce que ça donne quand ils sont seuls entre eux. »« Je ne comprends pas, Pamela. »« Ne fais pas l'imbécile, Arthur. J'ai envie de m'amuser, et je crois que c'est bien le moment. » Elle s'était un peu redressée sur son divan, le visage rayonnant, empreint soudain d'une certaine insouciance, la bouche entr'ouverte. Dans chacun de ses gros yeux gris dansait une étoile. « Pourquoi pas ? Que veux-tu faire ? C'est limpide, quoi. Tu ne vois pas. » »« Non, je ne vois vraiment pas. Nous n'avons qu'à mettre un microphone dans leur chambre. » Je m'étais attendue à quelque chose d'assez saugrenu, mais pas à cela. Je fus choquée au point de ne pouvoir rien dire. « C'est exactement ce que nous allons faire, dit-elle. « Non, m'écriai-je. Non, Pamela, réfléchis un peu. Tu ne peux pas faire une chose pareille. » « Pourquoi pas ? C'est un sale tour. Autant regarder par le trou de serrure, ou lire des lettres destinées à quelqu'un d'autre. Seulement c'est beaucoup plus grave. Tu n'y penses pas sérieusement. » « Bien sûr que j'y pense sérieusement. » Je savais combien elle détestait la contradiction. Mais il était des moments où il me paraissait inévitable de me défendre, malgré les risques que cela comportait. « Pamela, dis-je aussi fermement que possible, je t'interdis de faire cela. » Elle posa les pieds à terre et se redressa. « Pour qui te prends-tu, Arthur ? J'avoue que je ne comprends pas ton indignation. » « Elle est pourtant facile à comprendre. Ne fais pas le saint. Je sais que tu as fait des choses bien pires avant. »« Jamais. Mais si, je le sais. Je me demande ce qui te fait penser tout à coup que tu vaux tellement mieux que moi. »« Je n'ai jamais rien prétendu de pareil. Ça va, mon garçon, dit-elle en braquant sur moi son index comme un pistolet. Et le dernier Noël, chez les Milford ? T'en souviens-tu ? Tu riais tellement que j'ai dû te poser ma main sur la bouche pour qu'on ne t'entende pas. Aurais-tu oublié ça ? C'était différent, dis-je. Nous n'étions pas chez nous. Et il ne s'agissait pas de nos invités. Cela ne fait aucune différence. Elle se tenait assise, le torse raide. Ses yeux ronds et gris me fixaient. Son menton était devenu arrogant. « Je me demande pourquoi tu fais l'hypocrite. Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Écoute-moi, Arthur. Je suis une personne ignoble, d'accord. Et toi aussi, tu es ignoble à ta façon. C'est pourquoi nous devons être complices. Tu dis des choses insensées. Ah bon ? Si tu as décidé tout à coup de changer complètement de caractère, c'est une autre histoire.
Cesse de me parler de cette façon, Pamela. Qu'est-ce que je vais devenir si tu as réellement décidé de t'assagir? Tu ne sais pas ce que tu dis. Arthur, explique-moi. Comment un homme intègre comme toi peut vivre auprès d'une canaille comme moi? Je m'assis tranquillement, tandis qu'elle ne cessait de me regarder. Elle était une grosse dame, comprenez-moi, une grosse dame avec un énorme visage blanc. Et quand elle me regardait avec cette insistance, il m'arrivait, comment dirais-je, il m'arrivait de me laisser submerger, noyer par elle, comme si elle était une cuve pleine de crème, et comme si j'étais tombée dedans. Tu ne penses tout de même pas sincèrement à cette histoire de microphone? Mais si, j'y pense sincèrement. Il y a déjà un long moment qu'on ne s'est amusé chez nous. Allons, Arthur, ne sois pas si figé. Ce n'est pas correct, Pamela. Pas correct? L'index se leva de nouveau. C'est tout aussi correct que le coup des lettres de Marie Proberts. Tu te rappelles, les lettres que tu as trouvées dans son sac et que tu as lues d'un bout à l'autre? Nous n'aurions jamais dû faire cela. Nous? Tu les as lues aussi, Pamela. Cela n'a fait de tort à personne, c'est du moins ce que tu disais à l'époque. Et tu avais raison. Que dirais-tu si quelqu'un te jouait un tour pareil? Rien, puisque cela se passerait à mon insu. Allons, Arthur, ne sois pas si mou. Je ne sais pas, c'est délicat. Je réfléchirai. Le grand ingénieur que tu es ne serait-il pas branché un micro à un récepteur? Là n'est pas le problème. Alors vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Nous en reparlerons. Nous n'aurons pas le temps. Ils seront là d'une minute à l'autre. Alors tant pis, je ne le ferai pas. Je ne tiens pas à être pris en flagrant délit. S'ils arrivent trop tôt, je les retiendrai en bas. Tu ne risques rien. Quelle heure est-il? Il était presque 3 heures. Ils n'auront pas quitté Londres. Nous avons tout notre temps. Où les mets-tu? Dans la grande chambre jaune, au bout du couloir. Ce n'est pas trop loin, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Et pour le récepteur, où vas-tu le mettre? Je n'ai pas dit que je ferais cette chose tout de suite. Bon Dieu! S'écria-t-elle. J'aimerais bien voir comment on pourrait t'arrêter maintenant. Si seulement tu pouvais te voir, tu es tout rose et tout excité à la seule idée de ce que tu vas faire. Mets le récepteur dans notre chambre à coucher. Et maintenant vas-y, dépêche-toi. J'hésitais. J'eus envie de désobéir, comme toujours quand elle me donnait des ordres au lieu de me demander gentiment ce qu'elle souhaitait. Cela m'ennuie, Pamela. Alors, elle ne dit plus rien. Elle demeura assise, immobile, le regard fixe. Son regard avait l'expression résignée de quelqu'un qui fait la queue devant un guichet et qui en a encore pour longtemps. Cela, je le savais bien, était comme un signal d'alarme. Elle était comme une de ces bombes à retardement. Simple question de temps et bang! Elle explosait. C'est tout juste si je n'entendais pas son tic-tac dans le silence. Donc, je me levai pour me rendre à l'atelier. Là, je me munis d'un micro et de 150 pieds de fil. Maintenant que je me trouvais loin d'elle, j'ai honte de l'admettre, mais j'éprouvais une sorte de picotement agréable, une sensation de chaleur sous la peau, au bout des doigts. Je connaissais bien ce sentiment. Cela m'arrivait tous les matins, lorsque je lisais les nouvelles concernant les rentes de mon épouse. Il n'y avait pas lieu de me laisser impressionner par une petite plaisanterie de rien du tout. Je grimpai l'escalier 4 à 4 pour entrer dans la chambre jaune, au fond du couloir. Comme toutes les chambres d'amis, elle était propre et déserte, avec ses lits jumeaux couverts de satin jaune, ses murs citron, ses rideaux boutons d'or. Je me mis aussitôt à la recherche d'une bonne cachette pour le micro. C'était plus important que tout. Je songeais d'abord à la corbeille qui se trouvait devant la cheminée. Placer le micro sous les bûches. Non, ce serait imprudent. Derrière le radiateur? Sur l'armoire? Sous le guéridon? Rien de tout cela ne me parut assez convaincant. Un bouton de manchette tombé par terre pourrait déclencher la catastrophe. J'eus finalement l'astucieuse idée de le dissimuler dans un ressort du divan. Le divan était contre le mur. C'est là que s'arrêtait le tapis, et mon fil pourrait passer dessous jusqu'à la porte. Je soulevai donc le divan pour y glisser mon matériel. Puis, j'introduisis le micro, en prenant soin qu'il fît face à la chambre. Après quoi, je posai le fil sous le tapis et le conduisis jusqu'à la porte. J'étais calme et pondéré pendant toute l'opération. Là où le fil devait franchir la porte, je fis une petite entaille dans le bois pour le faire passer à peu près inaperçu.
Tout cela, évidemment, me prit un certain temps. Lorsque j'entendis le grincement des roues sur le gravier de l'allée, suivi du claquement des portes, j'étais encore assez loin d'avoir terminé mon travail. Au milieu du corridor, je m'arrêtai, le marteau à la main, et, je dois l'avouer, saisi d'angoisse. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ces bruits me parurent alarmants. J'avais connu ce même sentiment, cette même pression sur l'estomac, lorsque, pendant la guerre, une bombe était tombée sur le village, un après-midi où je me trouvais seule à la bibliothèque avec mes papillons. « Garde ton sang-froid, me dis-je. Pamela saura bien s'occuper de ces gens. Elle ne les laissera pas monter. » Et je me remis au travail avec frénésie. Au bout d'un moment, je réussis à introduire le fil dans notre chambre à coucher. Là, le problème de la cachette ne se posait plus. Je dus néanmoins prendre quelques précautions, à cause des domestiques. Je posai donc le fil sous le tapis et le branchai discrètement au poste de radio. Ce fut un jeu d'enfant. Voilà, c'était chose faite. Je fis quelques pas en arrière pour contempler mon œuvre. Le petit poste me parut changé en quelque sorte. Ce n'était plus cette boîte sonore et anodine, mais une petite créature diabolique, capable d'ouvrir par magie des horizons interdits. Je tournai le bouton. Le poste émit un léger bourdonnement, et rien de plus. Je portais mon réveil matin, dont le tic-tac était bruyant dans la chambre jaune. Je le posai par terre, tout près du divan. Puis, je retournai dans notre chambre. La petite boîte infernale me renvoyait distinctement le tic-tac du réveil, comme si ce dernier se trouvait à côté de moi. Il tic-taquait même plus fort. Je récupérai le réveil, puis, après avoir rangé mes outils, je me rendis à la salle de bain pour me préparer à recevoir mes invités. Mais avant de descendre, je passai à la bibliothèque. C'était pour me remettre du choc, mais aussi un peu pour me purifier, pour me débarrasser du sentiment d'avoir les mains tachées de sang. Je passai donc quelques instants en compagnie de mes papillons. Penchée sur l'admirable Vanessa Cardouy, la dame peinte, je pris quelques notes en vue de la conférence que je devais faire à la prochaine réunion de notre société à Canterbury. Cela me permit de retrouver ma dignité de tous les jours. Puis, je descendis. Nos invités, dont j'étais incapable de retenir le nom, étaient assis sur le divan de la salle de séjour. Ma femme leur préparait des cocktails. « Te voilà enfin, Arthur, » dit-elle. « Où étais-tu » Cette réflexion me parut inutile. « Je vous prie de m'excuser, » dis-je à mes invités en leur serrant la main. Mon travail m'a fait oublier l'heure qu'il était. « Nous savons tous ce que vous étiez en train de faire, » dit en souriant la jeune femme. « Mais, » poursuivit-elle en se tournant vers son mari, « nous lui pardonnons, n'est-ce pas, chérie ?»« Je le pense bien, » dit le mari. J'eus pendant quelques secondes la vision effrayante et fantastique de ma femme en train de leur dévoiler entre deux éclats de rire mon activité de tout à l'heure. Non, c'était impossible. Elle n'avait pas pu faire une chose pareille. Je lui jetai un bref coup d'œil. Elle versait le gin en souriant. « Nous regrettons tant de vous avoir dérangé, » reprit la jeune femme. Tout le monde souriait. Il ne me restait qu'à faire de même. « Peut-on la voir » demanda encore la jeune femme. « Voir quoi ?»« Votre collection, voyons. Il paraît que vos papillons sont merveilleux. » Ouf, je me laissais tomber dans un fauteuil. J'avais été ridicule de me tourmenter pour rien. « Vous vous intéressez donc aux papillons ?» lui demandai-je. « Je serais très heureuse de voir les vôtres, Mister Beauchamp. » Les draps étaient servis. Nous restâmes assez longtemps à bavarder avant de passer à table. Cela me permit de me faire une idée sur mes deux invités. Je les trouvais charmants. Ma femme est d'une famille titrée, comprenez-vous, elle en a l'orgueil, ce qui fait qu'elle juge trop rapidement les gens qu'elle rencontre. Il lui arrive souvent d'avoir raison, mais cette fois-ci, elle s'était certainement trompée. Ma femme a tendance à se méfier des hommes très grands. En principe, moi non plus, je ne les aime pas beaucoup vu ma petite taille. Mais Henry Snape, c'est ma femme qui m'avait soufflé son nom, était à mon avis un garçon plein de gentillesse et de simplicité, et très bien élevé. Le premier de ses soucis était très visiblement madame Snape, ce qui me parut compréhensible. Lui était plutôt beau garçon, l'air un peu chevalin, les yeux bruns et bien ouverts. Je lui enviais secrètement ses beaux cheveux noirs et me demandais quelle lotion il pouvait bien utiliser pour les garder en si bon état. Il nous raconta quelques petites histoires drôles. Drôles, mais parfaitement convenables. Il nous parla aussi du surnom que ses camarades de collège lui avaient donné. « Quel collège était-ce, Mr. Snape » demanda ma femme.
Est-on, répondit-il. Et ma femme eut un petit battement de cils approbateur. Maintenant, elle daignera lui parler, me dis-je. Et je me tournai vers Sally Snape. Elle était jolie fille, elle avait une belle poitrine. Si je l'avais rencontrée 15 ans plus tôt, j'eusse sans doute éprouvé de l'émotion. Je lui parlai assez longuement de mes beaux papillons. En parlant, je pus l'examiner de plus près. C'est ainsi qu'au bout d'un moment, elle me parut beaucoup moins souriante et joyeuse qu'à première vue. Elle semblait plutôt repliée sur elle-même, comme si elle gardait jalousement un secret trop lourd pour elle. Son regard, d'un bleu profond, était mobile, trop mobile, incapable de s'attarder sur un objet. Et tout son jeune visage portait, presque imperceptiblement, un voile arachnéen de lignes verticales, signe de tristesse. « J'attends déjà notre bridge avec impatience, dis-je finalement pour changer de sujet. « Nous aussi, répondit-elle. Nous jouons presque tous les soirs, tant nous aimons ce jeu. Et vous jouez remarquablement tous les deux. Comment faites-vous ? C'est la pratique, répondit-elle. Rien que la pratique. Avez-vous participé à des championnats ? Pas encore, mais Henri y pense sérieusement. Il faut beaucoup travailler, savez-vous, pour pouvoir se présenter. Et c'est un travail très dur, très très dur, vraiment. N'y avait-il pas un brin de mélancolie dans sa voix ? Oui, c'était bien cela, il la faisait travailler trop sans doute, et c'était cela qui lui donnait cet air fatigué. À 8 heures, nous passâmes à table. Henry Snape nous raconta d'autres histoires amusantes. Il apprécia mon Richebourg, 1934, ce qui me fit bien plaisir. Au moment du café, j'étais sûre d'avoir de l'amitié pour ce jeune couple, et le coup du microphone me parut de plus en plus regrettable. S'ils avaient été antipathiques, mais jouer un tour pareil à des gens aussi charmants, cela n'était vraiment pas juste. Comprenez-moi, la chose ne me faisait pas peur, je ne voyais pas la nécessité de reculer. Mais il m'était impossible de goûter cette plaisanterie comme semblait le faire ma femme, qui ne cessait de m'envoyer des sourires complices et des clins d'œil mystérieux. Vers 9h30, nous retournâmes à la salle de séjour pour jouer au bridge. L'enjeu fut très raisonnable, et comme nous avions décidé de ne pas déchirer les familles, j'étais, durant toute la soirée, le partenaire de ma femme. Nous prîmes tout le jeu très au sérieux, car c'était la seule façon de bien jouer. Nous étions attentifs et silencieux. Ce n'était pas l'argent qui nous importait. Dieu sait que ma femme en possédait plus qu'il ne fallait, et les Snape, eux, n'en manquaient certainement pas non plus. Mais la tradition veut qu'on joue avec sérieux entre mordus. Ce soir-là, ma femme jouait plus mal que d'habitude, et nos cartes n'étaient pas fameuses. Je pouvais voir qu'elle ne se concentrait pas pleinement. Et, vers minuit, elle devenait franchement distraite. Elle tourna vers moi ses gros yeux gris, ses sourcils hauts, ses narines étrangement dilatées. Un petit sourire fixe relevait les coins de sa bouche. Nos adversaires jouaient un jeu superbe, leurs enchères étaient magistrales. Ils ne commirent pas une seule erreur, jusqu'au moment où la jeune femme surestima la main de son partenaire et offrit 6 piques. Je doublai alors, et ils durent descendre, ce qui leur fit perdre 800 points. Ce ne fut qu'un petit lapsus, mais Sally Snape parut navrée. Son époux lui pardonna aussitôt, lui baisa la main par-dessus la table et lui dit de ne pas se tourmenter. Vers 00h30, ma femme déclara qu'elle désirait se coucher. « Encore une partie » demanda Henry Snape. « Non, monsieur Snape, je suis fatiguée ce soir. Et Arthur aussi, je le vois. Il vaut mieux nous arrêter là. » Sur ce, elle nous expulsa de la salle de séjour et nous montâmes tous au premier. En chemin, il fut question du petit déjeuner. Ma femme s'enquit de leurs préférences et leur expliqua comment il fallait sonner les domestiques. « J'espère que votre chambre vous plaira, » dit-elle. « Elle a une vue très étendue sur la vallée et vous aurez le soleil vers 10 heures du matin. » Nous nous trouvions devant la porte de notre propre chambre à coucher. Je pus voir le fil que j'avais posé cet après-midi et qui courait le long de la rampe de l'escalier, jusqu'à la porte d'amis. Il me parut suspect, bien qu'il fût à peu près de la même couleur que la peinture. « Dormez bien, » dit ma femme. « Dormez bien, madame. Bonne nuit, monsieur. » Je la suivis dans notre chambre et refermai la porte. « Vite !» s'écria-t-elle. « Ouvre le poste !» C'était bien elle. À la chasse, où je ne vais jamais, elle avait la réputation de toujours suivre les chiens et de ne jamais manquer une mise à mort, sans se soucier des risques que cela comportait. Elle semblait décidée à ne pas manquer ce coup-ci. Le petit poste se réchauffa juste à temps pour nous faire parvenir le claquement de leur porte. « Ça y est !» dit ma femme. « Ils y sont !»
Elle était debout au milieu de la pièce, dans sa robe bleue, les mains jointes, la tête penchée en avant. Son gros visage blanc était tendu comme un écran. Peu après, nous entendîmes clairement la voix de Henry Snape. « Tu n'es qu'une maudite petite dinde de rien du tout !» dit la voix. Elle était si différente de celle que nous lui connaissions, si vulgaire et si déplaisante, que cela me fit sursauter. « Toute la soirée est fichue. 800 points. Ça fait 4 livres. » « J'ai pourtant fait attention, » répondit la voix de la jeune femme. « Je ne recommencerai plus, je te le promets. » « Qu'est-ce qui se passe là ?» fit ma femme. Sa bouche était grande ouverte à présent, ses sourcils haut perchés. Elle s'approcha du poste et tendit l'oreille. Je dois dire que j'étais moi-même plutôt intriguée. « je le promets, je ne recommencerai pas, » disait la jeune femme. « Faut rien laisser au hasard, » grogna l'homme. « Nous allons voir ça tout de suite. Au travail. »« Oh non, pas ça. Je ne pourrais pas. »« Tu ne pourrais pas ? Voilà du joli. Tout ce que tu sais faire, c'est m'empêcher de gagner les gros sous de cette rombière. » Ce fut le tour de ma femme de sursauter. « Allons-y, » dit l'homme. « Je ferai mieux la prochaine fois, je te le promets. »« Assieds-toi. J'ouvre et tu réponds. »« Non, Henri, je t'en prie, pas les 500. Ça prendrait 3 heures. »« Bon, si tu veux, je laisserai tomber les positions des doigts. Nous n'allons reprendre que les enchères de base. »« Oh, Henri, le faut-il vraiment ? Je suis si fatiguée. »« C'est impératif, dit-il. Nous aurons une partie par jour la semaine prochaine, tu le sais bien. Et il faut que nous mangions. »« Qu'est-ce que c'est ? Chuchota ma femme. Qu'est-ce qu'ils mijotent ces deux-là ? » ?»« Chut, fis-je. Écoute plutôt. »« On commence, dit la voix de l'homme. Es-tu prête ? » ?»« Henri, je t'en prie. » La voix était proche des larmes. « Va, Sally, remue-toi un peu. » Puis, d'une voix inconnue, Henry Snape prononça « un trèfle » en mettant curieusement l'accent sur le « un ». « As, dame de trèfle » répondit la jeune femme avec lassitude. « Roi, valet de pique, pas de cœur, et as, valet de carreau. » « Et combien de cartes à chaque série ? Regarde bien mes doigts. »« Tu m'as dit que nous laisserions tomber cela. »« Es-tu sûr de les connaître ? » ?»« Oh oui, tout à fait sûr. Un trèfle. »« Roi, valet de trèfle, » récita la jeune femme. « As de pique, dame, valet de cœur et as, dame de carreau. » Autre silence, puis « Et si je disais un trèfle ? As, roi de trèfle. » « Grand Dieu !» m'écriai-je. « C'est le code des enchères. Il commande chaque carte dans la main. » « Ce n'est pas possible, Arthur. C'est comme ces forains qui empruntent un objet quelconque à un badaud. Puis, il y a la fille aux yeux bandés qui devine ce que c'est d'après la manière dont le bonhomme pose sa question. Même si ce n'est qu'un ticket de chemin de fer. Elle dit même où il a été délivré. C'est impossible. Pas du tout. Mais c'est bougrement difficile à apprendre. Écoute-les un peu. Je dis un cœur, fit la voix de l'homme. Roi, dame, 10 de cœur, as, valet de pique, pas de carreau, dame, valet de trèfle. Tu vois, dis-je. Il lui indique le nombre des cartes par la position de ses doigts. Comment fait-il ? Je ne sais pas, mais tu as bien entendu ce qu'il a dit. Mon Dieu, en es-tu bien sûr, Arthur ? Je le crains. Elle traversa la pièce pour prendre une cigarette sur la table de chevet. Elle l'alluma en me tournant le dos. Puis, elle me fit face et envoya un mince jet de filet au plafond. Il fallait intervenir, je le savais, mais la question était délicate, vu notre source d'information. Il nous était impossible de les accuser dans ces conditions. C'était à ma femme de décider. « Écoute-moi, Arthur, » dit-elle calmement dans un nuage de fumée. « J'ai une idée merveilleuse. Ne pourrions-nous pas apprendre à faire comme eux ? » Quoi ? Mais oui, comme eux. Pourquoi pas ? Mais voyons, Pamela. Elle traversa rapidement la pièce pour venir se planter devant moi. Du haut de sa corpulence, elle me regarda avec cet étrange sourire qui n'en était pas un. Son nez frisait et ses gros yeux me fixaient, un anneau gris autour d'un point noir, d'un noir brillant,
le tout flottant dans du blanc marbré de 1000 petites veines rouges. Quand elle me regardait de cette façon, j'avais toujours l'impression de me noyer, je vous le jure. « Oui, dit-elle, pourquoi pas ? Mais Paméla, pour l'amour de Dieu, non. Après tout, Arthur, tu sais bien que j'ai horreur de ta manie de discuter. Et maintenant, va vite chercher un paquet de cartes. »